Quelle est la nécessité de connaître son portefeuille et quels sont les procédés pour mieux connaître son portefeuille? Chers téléspectateurs, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre lors de cette émission. Vous suivez Business Matin et vous êtes sur Business 24 Africa. Monsieur Lo Damas est avec nous et il se propose de nous donner les réponses à toutes ces questions. Voilà, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Voilà, bonjour Monsieur Lo Damas. Bonjour Madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que Monsieur Lo Damas est journaliste à PME Magazine, il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons parler de la nécessité de connaître son portefeuille, n'est-ce pas Monsieur Lo? Bien sûr. Voilà, d'entrée de jeu, nous allons essayer de définir un peu qu'est-ce que le portefeuille. Alors, de façon simplifiée, lorsqu'on parle de portefeuille en matière d'investissement en bourse, le portefeuille, en fait, c'est l'ensemble des titres qui ont été acquis par l'investisseur et qui sont gérés par la société de courtage. Donc, au niveau de l'espace UEMOA, par exemple, le portefeuille est tenu par les sociétés de gestion et d'intermédiation. Et le portefeuille peut être composé en général, de deux classes d'actifs, à savoir les actions et les obligations. Tout à fait. Voilà. Donc, quand un investisseur investit en bourse et qu'il acquiert des titres, ces titres-là, l'ensemble de ces titres-là constitue un portefeuille qui est géré justement par les sociétés de gestion et d'intermédiation. D'accord, merci Monsieur Lo Damas pour cette définition. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà, le constat qui est fait, Monsieur Lo Damas, c'est que des personnes pensent que l'investissement en bourse est tel un jeu du hasard et que aussi il y a des personnes qui ignorent l'état des entreprises dans lesquelles ils investissent. Voilà, on a fait ce constat. Quelle est votre position là-dessus? Alors, donc, moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on affirme que, par exemple, la bourse est un jeu de hasard. La bourse n'est pas un jeu de hasard. C'est vrai qu'il y a la question de la probabilité qui intervient en matière d'investissement en bourse, mais la bourse n'est pas un jeu. La bourse est un canal à travers lequel on investit, est un canal à travers lequel on épargne sur les marchés financiers. Et donc, celui qui va en bourse ne va pas en bourse pour s'amuser. C'est ça. Il va en bourse pour intégrer des entreprises, pour acquérir des actions, lorsqu'il s'agit du marché des actions. Et donc, il devient un peu copropriétaire des différentes sociétés cotées au niveau du marché boursier. Donc, on ne va pas en bourse pour s'amuser, on ne va pas en bourse pour jouer, on va en bourse justement pour investir, pour gagner de l'argent, pour avoir un certain droit de regard dans la gestion des sociétés là qui sont cotées en bourse. Et donc, il est vraiment dommage, comme vous le dites là, de constater que plusieurs investisseurs interviennent sur les marchés financiers par pur hasard. Oui. Ils se fient à certaines recommandations dans la presse économique, mais ils ne s'intéressent pas à fond aux différentes sociétés qui sont cotées. Et donc, ils investissent par exemple dans le secteur bancaire, mais ils n'ont aucune information du secteur bancaire. Ils ont beaucoup d'actions concernant une entreprise, mais ils ne savent pas comment est-ce que l'entreprise se porte. Et cette façon d'investir n'est pas du tout recommandable. Sûrement, ils se disent pourquoi savoir tout sur l'entreprise, tout sur plusieurs entreprises dans lesquelles on investit peut-être. Oui, mais... Parce qu'il y a plusieurs entreprises dans lesquelles on investit et si on doit forcément se focaliser sur chaque entreprise, savoir les informations, c'est une perte de temps peut-être pour eux. Je dis ça comme ça. Je vous comprends, mais quand on investit, on acquiert un actif, on acquiert un bien. Et ce bien-là est censé gagner de la valeur dans le temps. C'est ça. Donc,
Et en même temps, quand vous êtes en train d'acquérir ce bien, vous devenez également copropriétaire de l'entreprise. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas faire partie des actionnaires d'une entreprise et ne pas savoir comment est-ce que l'entreprise se porte. Tout à fait. Ne pas savoir au niveau du marché comment est-ce que ça se comporte. En fait, ne pas avoir le minimum d'informations. Les investisseurs professionnels investissent autrement. Quand ils acquièrent des titres concernant une entreprise, c'est après de longues recherches, c'est après des fouilles minutieuses qu'ils prennent le risque, qu'ils prennent la décision d'injecter de l'argent dans une entreprise. Mais ici, sous notre optique, on ne constate pas cela. On investit comme ça, par pur hasard. On regarde un peu le bulletin officiel de la cote. On voit que telle entreprise a généré une certaine plus-value en matière de trajectoire boursière. Donc tout de suite, on voit son gestionnaire de portefeuille et on lui demande de nous permettre d'acquérir par exemple tel titre. Mais au fond, après avoir mis ce titre-là en portefeuille, on ne s'intéresse plus à cette société et on pense à autre chose. Cette façon d'investir n'est pas du tout efficace et l'objectif justement de ce plateau, c'est de pouvoir expliquer d'autres choses aux investisseurs afin qu'ils prennent conscience que lorsqu'on investit dans une entreprise, il faut forcément s'intéresser à la vie de cette entreprise. D'accord. Et souvent, comme vous le dites, on achète les actions et on ne s'intéresse plus à cela. Et on est surpris souvent de voir qu'on on n'arrive pas à avoir beaucoup d'argent ou bien on n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent. Pourtant, c'est le résultat de tout cela. Justement, ça dit, on pourra même aborder cet aspect des choses plus tard. Mais quand vous suivez de près votre portefeuille, quand vous connaissez à la lettre chaque entreprise qui constitue votre portefeuille d'actions, vous pouvez anticiper beaucoup de choses. C'est ça. Oui, pendant que certaines personnes ne voient pas venir le danger, vous avez toutes les informations et vous avez par exemple le temps de liquider une bonne partie de votre portefeuille et de vous positionner sur des titres qui ont beaucoup plus de perspectives, des perspectives un peu plus intéressantes. Tout à fait. D'accord ? Donc, d'où l'utilité justement de mieux connaître son portefeuille, de connaître profondément chaque entreprise dans laquelle on investit, parce que justement, cela va nous rendre très efficaces au niveau de notre plan d'investissement. Alors, Monsieur Odamas, il me revient de vous poser cette question tout simple. Comment procéder pour mieux connaître son portefeuille? Comment il faut faire? Alors, la première des choses à faire, je prends toujours le cas du marché de l'espace UEMOA. Au niveau de l'espace UEMOA, la BRVM, il y a donc 39 entreprises qui sont inscrites à la cote. Okay. Il faut avoir toutes ces 39 dans son portefeuille. Non, justement, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je veux gagner beaucoup d'argent, monsieur Le, donc je vais vous montrer comment gagner beaucoup d'argent. D'accord, d'accord. En fait, les entreprises qui sont cotées à la BRVM, actuellement, il y en a 39. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les 39 entreprises dans votre portefeuille. Vous pouvez vous dire, par exemple, vous sélectionnez 10 entreprises. Donc vous braquez sur 10 titres et vous les suivez de façon minutieuse. Donc la première des choses à faire, il faut être très sélectif dans le choix des titres. D'accord. On n'est pas obligé, encore je le répète, d'avoir tous les titres à la cote. Les investisseurs professionnels ne procèdent pas de cette façon. Vous avez vos critères, vous avez votre plan d'investissement et donc en vous appuyant sur ce plan-là, vous sélectionnez des titres et vous les suivez de façon minutieuse. Donc, on peut par exemple appliquer le rapport, peut-être 10 titres sur les 39 côtés, ou bien 5 titres sur les 39 côtés, ou bien par exemple 15 titres sur les 39 qui sont cotés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 39 titres dans votre portefeuille. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mieux connaître son portefeuille implique le fait que vous devez savoir, vous devez maîtriser le secteur d'activité de chaque entreprise qui constitue votre portefeuille. Par exemple, si vous prenez par exemple le cas de l'entreprise SAPH, qui est une entreprise qui évolue dans le secteur agricole, vous devez savoir par exemple comment est-ce que le secteur agricole se porte en Côte d'Ivoire. D'accord. Quelles sont les différentes taxes que l'État applique à ce secteur d'activité? Comment se comporte le marché
de l'EVA ici en Côte d'Ivoire. Donc tous ces éléments-là, vous devez les connaître. Connaître le secteur d'activité, connaître le marché, connaître le fonctionnement même de la SAPH. Quels sont les fournisseurs de la SAPH? Quels sont les principaux clients de la SAPH? En quoi est-ce que l'activité de la SAPH, en fait, qu'est-ce qui constitue l'activité de la SAPH en tant que telle? Où est-ce que la SAPH s'approvisionne? Tous ces éléments. Rien ne doit vous échapper. Rien ne doit vous échapper. Vous devez maîtriser tous les aspects relatifs à la SAPH pour prendre le cas de cette entreprise. Si vous prenez le cas de la Sonatel, c'est la même chose. Le cas de Uniwac, c'est la même chose. Chaque titre que vous avez en portefeuille, vous devez maîtriser tous les aspects relatifs à l'activité, enfin au secteur d'activité, aux clients, au marché, au fonctionnement même en interne de cette entreprise-là. Donc ça, c'est un aspect vraiment important. Au-delà du secteur d'activité, il faut également connaître la situation financière de l'entreprise. Quel est le niveau d'endettement de l'entreprise? Quel est le niveau d'endettement? Quelle est la progression du chiffre d'affaires, par exemple, de cette entreprise depuis 3 ans, par exemple? Quels sont les différents résultats nets qui ont été dégagés depuis 3 ans? Quel est le dernier résultat semestriel qui a été dégagé par cette entreprise? Donc, financièrement, comment est-ce que l'entreprise se porte? Vous devez absolument avoir ces informations. C'est tout à fait normal puisque vous voulez investir dans cette entreprise-là. Justement. Et même, au-delà même du fait de vouloir investir, lorsque vous avez acquis des titres concernant cette entreprise, c'est obligatoire de maîtriser la situation financière de l'entreprise. Parce que c'est en fonction justement de la situation financière que vous pouvez savoir est-ce que ça vaut la peine de conserver ce titre-là encore en portefeuille. D'accord? Donc il y a la situation financière. Ensuite, il y a, j'ai bossé cela un peu tout à l'heure, il y a l'environnement économique du pays concerné. Quand je prends par exemple toujours le cas de la SAPH, il faut savoir par exemple comment est-ce que l'économie ivoirienne se porte. Si vous investissez au niveau de Onatel, qui est une entreprise malienne, il faut maîtriser l'économie du Mali. Si vous investissez au niveau de BOA Niger, il faut maîtriser l'économie du Niger. D'accord? Donc tout ce qui est environnement économique du pays concerné, tout ce qui est loi des finances, tout ce qui est nouvelles dispositions fiscales, tout ce qui est décision gouvernementale, il faut que vous soyez au parfum de toutes ces choses concernant chaque titre qui constitue votre portefeuille. C'est important, hein, madame? C'est important parce que on constate malheureusement que les investisseurs, beaucoup d'investisseurs n'ont pas cette mentalité, mais quand vous allez ailleurs, c'est cette mentalité qui anime les investisseurs en bourse. Ils connaissent parfaitement chaque titre dans lesquels ils investissent. C'est important. Et la troisième, le troisième aspect que nous pouvons faire ressortir, toujours en termes de connaître son titre, connaître son portefeuille, c'est de poser le maximum de questions lorsqu'on va en assemblée générale. Lorsque vous allez en assemblée générale, vous avez tous les administrateurs qui sont là. C'est le moment idéal pour mieux connaître l'entreprise. Vous avez le rapport annuel que vous lisez, mais vous avez l'opportunité de poser toutes les questions qu'il faut au directeur commercial, au président du conseil d'administration, au directeur général. En tout cas, tout le staff managérial est là pour vous donner le maximum d'explications. Il faut saisir cette opportunité-là. S'il y a des rumeurs que vous avez captées vis-à-vis de l'entreprise, c'est le moment de poser des questions au staff pour qu'ils vous répondent. Pour poser ces questions, il faut être informé, M. Lo. Non, même il faut être d'abord informé au moins de quelques petits trucs, quelques situations, voilà, concernant l'entreprise. Mais si vous n'avez pas d'informations, vous allez aller en nager pour dormir, on va le dire. Non, mais quand on vous dit par exemple que l'entreprise CFAO, CFAO Côte d'Ivoire, qui distribue en Côte d'Ivoire les marques, sans faire de pub, les marques Toyota et les marques Mitsubishi, et que CFAO Côte d'Ivoire acquiert ces véhicules-là en monnaie étrangère, notamment au niveau du yen. Quand vous allez à l'Assemblée générale de CFAO Côte d'Ivoire, il faut lui demander comment, par exemple, les cours du yen par rapport au dollar, comment ces coûts-là influencent négativement le niveau de vente de la CFAO. Comment est-ce que la CFAO Côte d'Ivoire arrive à couvrir le risque de change dans ses opérations, dans ses différentes transactions? Ce sont des éléments que vous n'allez pas retrouver peut-être dans la presse économique, mais quand vous êtes en assemblée générale, il faut chercher à comprendre ces mécanismes-là. Quand on vous dit par exemple que les coûts mondiaux du caoutchouc, lorsqu'on constate une baisse des coûts mondiaux du caoutchouc, cela a un impact négatif sur la performance, par exemple,
de l'entreprise SAPH. Mais quand vous allez à l'Assemblée générale de la SAPH, il faut poser ces questions-là au directeur général. C'est ça. Il faut poser ces questions au directeur commercial. Il faut poser ces questions au directeur administratif et financier pour qu'il vous explique tous les mécanismes qu'il faut, qu'il mette en place. Ça vous permet par exemple d'évaluer la performance de ces différents mécanismes-là et peut-être même de faire des suggestions au staff managérial. Mais les investisseurs vont en assemblée générale, ils sont crispés, ils ne posent pas de questions et c'est peut-être autour du cocktail là qu'ils sont en train de murmurer, etc. Non, il faut changer ces mentalités-là. Ça dépend, monsieur Lodamas. Il faut les changer. Lorsque vous allez en assemblée générale, je le rappelle, vous avez l'opportunité d'avoir le maximum d'informations. Et les dirigeants savent que s'ils ne vous donnent pas ces informations, cela peut paraître louche. Tout à fait. Donc, vous avez le droit de poser toutes les questions qu'il faut, mais surtout, poser les questions qui vous permettront, vous en tant qu'investisseur, de mieux connaître l'entreprise dans laquelle vous investissez. C'est important. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez bien compris. Informez-vous, allez en AG, posez toutes les questions que vous voulez. Voilà, monsieur Lodamas, l'avantage de mieux connaître son portefeuille. Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que lorsque vous connaissez mieux votre portefeuille, lorsque vous avez le maximum d'informations sur chaque titre qui constitue votre portefeuille, vous pouvez mieux pratiquer ce qu'on appelle le rééquilibrage du portefeuille. C'est-à-dire la mise à jour de votre portefeuille, la mise à jour de votre plan d'investissement. Vous serez efficace en termes de mise à jour lorsque vous avez, disons, le maximum d'informations. Et quand vous maîtrisez bien chaque titre composant votre portefeuille, vous pouvez avoir une certaine longueur d'avance sur certains investisseurs. Vous pouvez mieux anticiper les choses au niveau du marché. Si vous apprenez par exemple que telle entreprise, au niveau de la presse économique, on apprend que telle entreprise a eu un marché, mais a eu un nouveau client, vous vous dites par exemple que tout de suite, il est probable que le chiffre d'affaires de l'entreprise se gonfle. Et à partir du chiffre d'affaires qui se gonfle, le résultat net également peut être revu à la hausse. Et donc, il y a des gains que vous anticipez. Et cela peut vous permettre donc de renforcer votre position sur telle entreprise, par exemple. Ou bien si vous apprenez une information qui, à votre sens, peut être mauvaise pour le marché, vous pouvez tout de suite réduire votre position sur tel titre. Mais vous ne pourrez prendre toutes ces dispositions que lorsque vous savez, enfin, lorsque vous avez des informations précises sur chaque titre qui constitue votre portefeuille. Donc, en clair, lorsque vous connaissez parfaitement votre portefeuille, vous pouvez mieux anticiper les réactions du marché et vous pouvez donc assurer un meilleur suivi de votre portefeuille. On parle plutôt de rééquilibrage de votre portefeuille. Et le troisième aspect, c'est que lorsque vous avez... lorsque vous connaissez mieux chaque titre, vous pouvez donc être efficace en assemblée générale. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez en assemblée générale, vous n'allez pas seulement pour valider toutes les résolutions, les propositions de résolution qui sont dans le rapport annuel, mais vous pouvez même battre en brèche certaines résolutions. Vous pouvez même faire votre mot à dire. Voilà, vous pouvez faire des contre-propositions. Vous vous sentez plus efficace au niveau de l'assemblée générale. Parce que vous êtes un investisseur averti et quand vous faites des propositions, ce sont des propositions pertinentes, des propositions de quelqu'un qui connaît l'entreprise dans laquelle il investit. Donc voici en gros certains avantages qu'on peut tirer d'une meilleure connaissance de son portefeuille. Merci à vous, monsieur Lodamas. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de clore notre émission, nous allons avoir quelques conseils de notre spécialiste des marchés financiers. D'accord. Alors, comme conseil, en fait, au risque de me répéter, le premier conseil qu'on peut donner, c'est que les investissements en bourse, ce n'est pas un jeu. Souvent, j'entends certaines personnes dire « je veux jouer en bourse ». La bourse, ce n'est pas un jeu. La bourse, c'est un canal que vous empruntez en tant qu'investisseur pour rentabiliser vos revenus et pour épargner vos revenus, justement. Donc, on peut se servir de la bourse pour mettre en place un plan d'épargne action pour sa retraite, un plan d'épargne action, par exemple, pour un projet qu'on nourrit. Et donc, l'argent que vous injectez sur le marché financier à travers la bourse, ce n'est pas de l'argent que vous jetez à la poubelle. Donc, ne vous amusez pas avec vos investissements
en bourse. Ça, je tiens à insister là-dessus pour que cette idée de jouer en bourse, la bourse est un casino, la bourse est un jeu de hasard, que cette conception-là soit totalement... Ça n'a rien à voir. Voilà, soit totalement dépassée, mise de côté pour qu'on ait une autre conception des investissements en bourse. C'est afin de gagner beaucoup d'argent. Afin de gagner beaucoup d'argent, mais afin surtout de ne pas jouer, parce que beaucoup de personnes investissent en bourse, ces personnes perdent de l'argent et elles se disent, bon, la bourse, c'est soit on gagne, soit on perd, alors que les pertes peuvent être minimisées et les gains peuvent être approfondis au niveau de la bourse. Mais tout est une question d'information, tout est une question de stratégie d'investissement, tout est une question de culture boursière de l'investisseur. Tout à fait. Deuxième chose, comme deuxième conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut essayer de copier un peu comment est-ce que les grands investisseurs se comportent. Quand vous prenez un investisseur comme Warren Buffett, qui est la deuxième fortune mondiale, Warren Buffett, il ne joue pas avec ses investissements. Quand Warren Buffett investit par exemple dans Coca-Cola, il a tous les détails sur la performance de Coca-Cola. Warren Buffett lit à chaque fois tout ce qui est rapport d'activité de chaque entreprise dans laquelle il investit. Donc il ne joue pas, il ne s'amuse pas et il connaît minutieusement chaque valeur qui compose son portefeuille. Il a toute une équipe d'analystes qui passe au peigne fin les performances, les documents relatifs à chaque entreprise, chaque société dans laquelle lui, il investit. Et donc cette mentalité-là, il faut qu'elle anime de plus en plus les investisseurs de la zone UEMOA. Quand vous investissez dans un titre, il faut connaître l'entreprise. Il faut la connaître à fond, savoir son marché, son secteur d'activité, le pays dans lequel l'entreprise intervient, comment est-ce que le pays se porte au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique, les performances. Il faut suivre le titre au jour le jour. C'est pourquoi je disais que vous n'êtes pas obligé d'avoir 39 titres, mais une trentaine de titres dans votre portefeuille. Vous sélectionnez peut-être 10 titres par exemple et vous les suivez minutieusement. C'est important. Les grands investisseurs qui réussissent en bourse, c'est de cette façon-là qu'ils procèdent. Autant suivre leurs exemples. D'accord. Et la troisième chose, c'est qu'il faut suivre l'actualité économique. Lorsque vous regardez le journal télévisé, que vous soyez au Burkina, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout, quand il s'agit d'un reportage qui touche à l'actualité économique, il faut vous asseoir pour écouter. C'est important. Au niveau des kiosques, c'est-à-dire au niveau de la presse, lorsque vous voyez un journal économique, il faut l'acheter juste pour voir est-ce que ce journal-là ne parle pas d'une société dans laquelle vous avez injecté de l'argent. D'accord? Donc l'actualité économique doit intéresser tous les investisseurs qui interviennent au niveau de la bourse. La lecture des rapports de fin d'activité. Lorsqu'on doit aller en assemblée générale et que les rapports d'activité sont distribués, il faut prendre le temps de les lire. Il faut prendre le temps de faire des observations avant d'aller en assemblée générale. Ça vous permet d'être plus efficace, d'être un investisseur averti, un investisseur aguerri, un investisseur chevronné. C'est ça. D'accord? Et il faut dresser une sorte d'historique pour chaque valeur dans laquelle on a investi. Vous prenez par exemple le cas de la SAPH. Il faut avoir toutes les informations sur la SAPH. Si vous êtes très NTIC par exemple, vous pouvez créer un petit fichier Word, d'accord, SAPH, et sur Internet, vous sélectionnez toutes les informations liées à la SAPH, vous les stockez dans un fichier et chaque fois vous passez cela en revue. Pour chaque titre, vous constituez donc ce genre de fichier. Vous avez toutes les informations sur chaque titre dans lequel vous avez investi et vous êtes efficace. D'accord. Ok? Donc voici un peu des conseils pratiques qu'on tenait à donner. Mais l'idée forte, l'idée principale qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous investissez dans un titre à travers la bourse, il vous faut absolument avoir toutes les informations relatives possibles à cette entreprise cotée. D'accord. C'est important. C'est très important. Monsieur Damas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour toutes ces informations que vous avez apportées à nos téléspectateurs. J'espère que cela leur servira et qu'ils vont profiter de toutes ces informations-là pour faire de bonnes affaires en bourse. Voilà, merci à vous, monsieur Le Damas, et merci chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Business Matin aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt sur Business 24 Africa.